parti. Ok, donc bonjour à tous et bienvenue du coup dans la soirée Alumni. Donc comme premier invité, on a Clément Clomo. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Merci d'être là en tout cas, d'avoir répondu présent pour présenter votre parcours. Et donc vous allez pouvoir présenter votre formation, donc d'où vous êtes parti après le BUT et enfin comment vous avez continué vos études après et comment vous êtes devenu du coup directeur marketing. Avec plaisir. Écoutez, déjà, merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Euh, J'étais très heureux que vous ayez rejoint l'IUT Infocom, qui est une super formation dont je garde personnellement de très bons souvenirs, très, très formatrice sur tous les aspects. Donc, c'est un très bon choix que vous avez fait. Euh, alors, pour me présenter rapidement, j'ai 34 ans. J'habite à Paris depuis 2010 maintenant, quelques années. J'ai un enfant. Euh, je suis vendéen d'origine, je suis de La Roche-sur-Yon. Je fais tout mon secondaire à La Roche et je suis rentré juste après en DUT dans la promotion 2007-2009 en communication des organisations. C'est très loin. J'essaie de me rappeler des acronymes parce que c'est loin maintenant. Euh, et voilà. Et après, du coup, pour rapidement aussi vous donner quelques lignes sur mon parcours. Suite au DUT, je me suis engagé plutôt dans la voie des concours. J'ai fait un premier concours dans une faculté qui s'appelle l'Institut français de presse, qui est en gros l'UFR lié aux médias de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc je suis monté directement à Paris, qui est une formation qui à l'époque était sur concours. Il me semble qu'aujourd'hui elle ne l'est plus. Et à l'époque était accessible que en licence 3. Et il me semble que maintenant elle est accessible aussi dès licence 1. Et qui était une formation très généraliste. Euh, Pas du tout, enfin, pour le coup, vraiment ce qu'on attend d'une formation universitaire classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire très théorique dans le contenu des cours, euh, beaucoup basé sur du droit, de l'histoire, de la sociologie, de la sémiologie, etc. Donc, c'est des matières assez générales, beaucoup de culture générale, en fait, sur les sujets des sciences de l'information et de la communication au sens large. Euh, et, euh, et une formation finalement du coup assez peu pratique. On avait quelques cours à l'époque de pratique, mais c'était vraiment rien comparé à ce qu'on avait en DUT, surtout pas aussi approfondi que ce qu'on avait en DUT. Donc quand je suis arrivé moi dans cette formation, Hop, c'est dans le bon truc. Ouais. ah, je crois qu'il y a un micro qui a sauté. Ah, écoute, là, Emma, pensez à couper votre micro quand vous arrivez. Merci tout le monde. Pardon Clément, allez-y. Non, il n'y a aucun problème. Euh, et euh, donc voilà, une formation très théorique, mais qui moi m'a beaucoup plu. J'ai fait ma licence et mon master 1 là-bas. Euh, Ça m'a beaucoup plu parce que ça a apporté justement un background vraiment complet sur les sciences de la formation de la communication, sur les médias en particulier. Euh, et enfin, moi, j'étais passionné par ce sujet-là, donc ça a été une formation vraiment top pour tout ça. Et il y avait aussi des stages qui étaient inclus dans ces années. Donc, en étant à Paris, en ayant un pied à Paris, c'était aussi l'opportunité de faire des stages dans des belles structures. Euh, et donc j'en ai profité. Et ensuite, bah, j'ai enchaîné sur un concours. J'ai passé le concours d'une école qui s'appelle le CELSA, qui est rattachée cette fois-ci à l'université de la Sorbonne. Euh, Toutes ces formations-là, c'est des formations dans le public, hein, je précise, c'est pas des formations payantes. C'est des formations dans le public. Donc là, c'est un concours pour une école qui est un peu différente, beaucoup plus pratique. Donc là, ça rejoint beaucoup plus la typologie des programmes du DUT. On est sur 50% de sujets très pro, très pratiques et 50% très théoriques. Alors, le théorique va très très loin. C'est pour le coup là, c'est des cours, il y a même des cours de philo, hein, donc ça allait assez loin, mais toujours orienté sur le monde enfin, des sciences de l'information et de la communication au sens large. Euh, et donc c'est une formation super, vraiment géniale. Je pense que c'est avec le DUT évidemment, ça a été une de mes années préférées. Avec des intervenants qui étaient d'une qualité exceptionnelle, tant professionnelle qu'universitaire. Et, euh, et surtout, l'opportunité d'avoir des débouchés par derrière qui étaient assez cool.
puisque c'est une école qui a, en tout cas dans la région parisienne, a plutôt bonne cote et qui qui m'a permis, moi, en fait, de jamais chercher de stage. Enfin, vraiment, les étudiants se sont cherchés par les entreprises, donc ça, c'est quand même plutôt bien quand on commence dans le monde professionnel. Et voilà, j'ai fait cette formation-là et j'ai commencé ensuite à travailler. Une présentation assez longue, mais voilà, pour présenter 3 années d'études. Et, J'ai fait mes stages, peut-être préciser, j'ai fait mon premier stage en DUT au Coleraine Borough Council, donc, qui est une institution publique en Irlande du Nord. Je fais mon stage je fais 4 mois, je crois, à l'époque, là-bas, 3 mois et demi. Euh, et après, j'ai fait des stages en agence de pub quand j'étais à Paris. J'ai fait des stages dans 2 agences de communication sur des postes qui étaient des postes, un poste de chargé de communication et un poste de planeur stratégique. Le poste de planeur stratégique, c'est un poste sur lequel on travaille sur la veille concurrentielle, l'analyse concurrentielle et la mise en place de stratégies de marque pour les entreprises. ok, ça marche. Et c'était votre objectif enfin, vous aviez déjà l'envie d'être directeur marketing avant de faire toutes ces études. Et d'ailleurs, j'avais juste une question. Vos études, ça a duré combien de temps après le DUT? 3 ans. J'ai été jusqu'au Master 2. Je fais une licence 3, Master 1 à l'Institut français de presse et Master 2 Pro à l'université enfin, au CELSA, à l'université de la Sorbonne. Ok. Voilà. Et non, directeur marketing, pas du tout. C'est vraiment venu sur le tas. En fait, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le monde du numérique. C'était, enfin, les sujets, tout ce qui touchait au numérique m'intéressait. Euh, je savais que je voulais bosser enfin, dans un métier qui touchait au numérique, euh, à la fois dans le métier que j'exerce, mais aussi dans le secteur d'activité. Euh, et en fait, je suis arrivé pas tout à fait au début, mais quasiment un peu du début du monde des startups en France. On en parlait beaucoup à l'époque, c'était surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni. Ça arrivait en France depuis quelques temps, mais il y avait encore très peu de levées de fonds en France et on entendait très peu parler de startups qui levaient des fonds en fait à l'époque. Il y en avait déjà, mais ça ne se savait pas. Euh, et en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une entreprise qui s'appelle 360 Learning à cette époque-là, parce que je m'étais spécialisé dans ma dernière année de master sur le numérique et l'enseignement. Ce qui est un peu particulier, mais les questions d'éducation me plaisaient beaucoup et j'avais fait un mémoire sur ce sujet-là qui avait débouché sur un bouquin. Il m'avait repéré comme ça et du coup, j'étais rentré dans cette entreprise qui était une toute petite entreprise de 4 personnes quand je suis rentré dedans et qui a grossi en 4 ans jusqu'à 90 personnes et qui a été ce qui a fait en fait que j'ai découvert le métier de directeur marketing parce que j'étais au début la seule personne marketing, puis j'ai recruté une équipe de 5 personnes avec moi au fil des années. Et donc, j'ai découvert petit à petit toutes les dimensions de ce métier-là dans une entreprise technologique, puisque 360 Learning, c'est une entreprise qui crée un logiciel pour créer des formations en ligne et les diffuser, suivre ce qui s'y passe. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai débouché sur ce métier-là, que je l'ai appris sur le tas, finalement. Enfin, pas tout à fait, parce que la formation notamment la dernière année au CELSA, il prépare, mais et il y a beaucoup de compétences. Ça c'est un truc que je précise à chaque fois, mais enfin, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler à des étudiants en DUT, c'est qu'en fait, dans mon quotidien, en tout cas surtout dans la première année du directeur marketing chez Santé Academy, chez 300 Learning, c'était, je pense que 70% des compétences qui me servaient au quotidien, c'était des choses que j'avais appris en DUT. C'était des choses très, j'allais dire simples, mais pas simples, mais des choses pratiques, quoi, des choses du quotidien qui font qu'une entreprise est en capacité de communiquer, en capacité de faire du marketing, en capacité d'acquérir des clients. Et ça passe par la création de contenu, par du design, par la création de pages web, ou en tout cas de la discussion avec des prestataires qui vont créer ces pages web. Et en fait, tout ça, c'est une culture que j'avais acquise quand j'étais en DUT. J'avais un peu renforcé au fil du temps, mais que j'avais vraiment bien travaillé quand j'étais en DUT. Donc, c'est des compétences qui m'ont servi. Et c'est comme ça que j'ai arrivé au métier de directeur marketing et j'ai continué là-dedans. Parce qu'après, de fil en aiguille, évidemment, je me suis spécialisé dans ce métier-là. J'ai eu la chance pendant ces 4 premières années aussi d'être pas mal coaché par notre fonds d'investissement, enfin, le fonds principal qui avait investi chez 360 Learning. Donc, j'avais des coachings one-to-one avec des personnes du marketing dans les startups françaises. Et donc, ça m'a permis de monter en compétence sur toutes les briques qui me manquaient et que j'avais pas forcément acquises moi dans
dans mon cursus universitaire. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos missions que vous faites du coup en tant que directeur marketing? Tout à fait. Alors, l'émission, en fait, les missions que j'ai aujourd'hui et les missions que j'ai dans des entreprises quand on est 4 ou 5, évidemment, c'est pas les mêmes. Euh, Là, aujourd'hui, chez Santé Academy, on est 11 au marketing, donc j'ai 10 personnes dans mon équipe. Mes missions à moi, c'est principalement des missions de management, management au sens large, donc des missions de recrutement, des missions de, euh, de coaching interne, de montée en compétences internes de mon équipe, des missions de suivi au jour le jour. Euh, c'est beaucoup de sujets liés à quelque chose qu'on appelle le PNL dans les startups. Je ne sais pas trop quel est le mot français, parce que je suis un peu sur ça. Ce qu'on appelle profit and loss, c'est vraiment la capacité à faire des prévisions fines de nos capacités à faire du chiffre d'affaires dans les années qui viennent et de déterminer comment on le fait, quelle est la stratégie, quels sont les canaux à mettre en place pour le faire, et les actions à mettre en place, et mis au regard de tout ça, tous les coûts, donc la gestion du budget, des dépenses, que ce soit des dépenses de masse salariale, des dépenses de budget. On va, euh, on va donner, pardon Olivier, à Google et Facebook pour aller acquérir des clients euh, et, euh, des budgets autres, type logiciels, locaux, etc. Donc c'est beaucoup de gestion de chiffres et de travail avec mon équipe, quoi. Donc c'est ça. Et après, évidemment, les missions, quand on est au début d'une euh, d'une startup en tant que directeur marketing, et même encore un peu aujourd'hui, même si c'est plus moi qui le fais directement, c'est mon équipe qui le fait, mais je suis là plutôt pour les aiguiller. C'est des missions très larges en fait, parce que les missions du marketing dans une entreprise, elles vont travailler sur tout ce qui est très méta en termes d'approche, on va dire. Pas méta dans le sens entreprise, mais méta dans le sens un peu, un peu j'ai beaucoup de mots. J'essaie de pas trop parler avec des anglicismes parce qu'on parle beaucoup avec des anglicismes dans mon univers. Mais tout ce qui est en haut de l'entonnoir de conversion, tout ce qui est lié à la marque, voilà, plutôt, tout ce qui est la marque de l'entreprise, enfin, la marque, donc c'est tout ce qui est un peu moins tangible, tout ce qui est plus ouais, intangible, tout ce qui est vraiment au positionnement d'une marque, à la façon dont on définit le discours d'une marque. Donc, typiquement, la marque IUT de La Roche-sur-Yon, bah, on réfléchit en amont à bah, c'est quoi le logo, quelle couleur on y met, parce que selon ce qu'on y met, ça ne dégage pas exactement les mêmes imaginaires dans la tête des gens, les mêmes représentations dans la tête des gens. Quel est le discours qu'on va poser sur tout ça? Quel mot on emploie ou pas? Est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on voit son audience? Enfin, ça, c'est des trucs micro, mais c'est toutes ces petites choses en fait qui définissent un peu la stratégie de marque. Ça, c'est une première chose. Il y a tout ce qui est lié à la communication aussi. Donc la communication, pareil, il y a plein de sous-segments. Il y a tout un univers qui est plus lié aux relations publiques, donc qui vont être les relations presse. Donc c'est la façon dont on échange régulièrement avec la presse, soit la presse traditionnelle, presse numérique, que ce soit aussi aujourd'hui les influenceurs. Euh, Tout ce qui va être aussi dans les relations publiques lié à l'événementiel, que ce soit des grands salons, des grands congrès ou des tout petits événements très micro, très locaux. Euh, Ça va être tout ce qui est lié aux affaires publiques. Donc, les affaires publiques, pour dire le gros mot, c'est ce qu'on appelle le lobbying aussi. C'est être en capacité de discuter avec des institutions, peu importe leur taille, peu importe le niveau d'interlocuteur à qui on parle, pour créer des points de contact, créer des échanges le cas échéant, en tout cas, comprendre ce qui va être mis en place par les institutions publiques ou par des partenaires, des grands partenaires privés dans les années qui viennent, et pouvoir potentiellement y prendre une place. Euh, Ça, c'est l'aspect travail communication, on va dire. Et tout ce qui est lié aussi, évidemment, aux réseaux sociaux, comment est-ce qu'on communique sur la marque dans les réseaux sociaux, etc. Euh, et ensuite, il y a tout le volet qui est plus lié à l'acquisition de clients. Donc là, c'est un volet qui est un volet plus analytique dans l'approche. Donc c'est en gros, on a un budget, où est-ce qu'on le dépense donc, en gros, est-ce qu'on le dépense, c'est sur quel type de canaux on le dépense. Donc, est-ce qu'on fait des campagnes sur Facebook, est-ce qu'on fait des campagnes sur Google, est-ce qu'on fait des envois d'emails, est-ce qu'on fait des envois de courrier, est-ce qu'on fait des opérations dans des magasins, est-ce qu'on fait, voilà. En gros, où est-ce qu'on dépense notre budget? Et on regarde tout ça, regarder combien ça nous a ramené de clients, combien ça nous a ramené de prospects en amont, tout ça.
Évidemment suivre ce qu'on appelle le ROI, donc suivre, faire en sorte que tout ce qu'on dépense nous rapporte de l'argent. Donc que 1 euro dépensé, idéalement, nous rapporte plus qu'un euro. Euh, donc ça, c'est un suivi, ça, c'est 70% de mon travail, globalement. Enfin, 70% de mon équipe euh, est sur ces sujets-là. Et moi, évidemment, je suis au travail sur ces sujets-là. Et après, il y a tout un autre volet qui est plus ce qu'on appelle le marketing produit. Où là, on va travailler sur plusieurs volets. On a tout ce qui est de l'analyse de marché, au sens large. Donc, c'est analyse très macro du marché, quelle est la profondeur du marché, quelle est sa géométrie, quels acteurs sont positionnés sur ce marché-là, quel est enfin, quels sont les concurrents, entre guillemets, comment ils se positionnent sur ce marché, quel est leur produit. Ça va être tout ce qui est lié à nos utilisateurs. Qui sont nos utilisateurs? Bien les comprendre, comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs déclencheurs, ce qui vont faire qu'ils vont acheter notre produit ou pas. Et donc tout ça, ça passe par enfin, plusieurs types d'analyses, des focus group, des analyses de données, beaucoup aussi, parce qu'on récolte beaucoup de données en digital. Donc c'est regarder aussi comment l'utilisateur se comporte. Euh, voilà, et puis après, faire ce qu'on appelle le marketing de l'offre, donc c'est trouver le meilleur argumentaire pour chacune des dimensions de notre offre. Donc c'est bête et méchant, hein, on a plein de dimensions de notre offre et c'est être capable pour chacune de ces dimensions de lister 1, 2, 3, 4 argumentaires clés qui font que notre public cible va être intéressé par cette offre-là. Voilà un peu pour les missions du marketing, pas mes missions à moi, mais les missions du marketing dans une entreprise. Voilà. Est-ce que vous, vous êtes amené à rencontrer régulièrement des clients ou c'est plutôt un travail de votre équipe à côté? Je regarde, enfin, je rencontre pas tous les clients, enfin en tout cas dans mon entreprise actuelle, je rencontre pas tous les clients, mais j'en rencontre régulièrement quand même. Enfin, je dirais que c'est moins des clients directs que des partenaires, que des potentiels partenaires. Donc c'est plutôt des gens de l'écosystème qui peuvent aussi être nos clients, mais qui sont plutôt des gens qui vont être des partenaires pour nous aider à nous déployer un peu plus largement. Moi, c'est plutôt ces personnes-là que je vais aller rencontrer. Euh, et des clients, je rencontre quand je suis beaucoup sur les salons, par exemple, quand on fait des salons, des congrès, des événements globaux, je rencontre des clients. Mais sinon, ouais, ça va plus être des partenaires. Si on parle vraiment de nos cibles, entre guillemets, parce qu'après, enfin, j'ai toute une part de mon travail qui est aussi de travailler beaucoup avec, euh, dans nos entreprises. Aujourd'hui, on est 90 sur Academy, donc on a ce qu'on appelle un comité exécutif qui est, en gros, on est 6 à l'intérieur et on définit un peu la stratégie de l'entreprise dans sa globalité. Et c'est un comité exécutif dans lequel il y a aussi des investisseurs. Donc moi, j'ai un rôle aussi de relation avec les investisseurs et un rôle à la fois de pédagogie sur notre approche commerciale, en gros, comment est-ce qu'on crée de la croissance pour notre entreprise. Donc, les rassure sur le fait qu'on ne dépense pas leurs euros n'importe comment. Et un rôle aussi de rapport, quoi. Leur montrer les chiffres, leur montrer ce qui se passe, que tout va bien. Ça aurait pu prendre du temps, mais pas tout le temps. Donc, il faut aussi être capable de l'expliquer quand ça va pas bien. Euh, voilà. Ok, mais je vous remercie. Non, Euh, rien. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des questions pour Clément ou pas? Sinon, après, vous aurez les mails après pour le contacter si besoin, mais pendant qu'il est là, c'est l'occasion aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à prendre la parole. Il n'a pas l'air d'avoir de questions. Le temps qu'il y a des questions, j'en profite alors d'abord pour remercier Clément, pour rappeler à tout le monde de couper votre micro quand vous arrivez, puisqu'il y en a qui en ont besoin. De vous rappeler aussi que Clément avait créé à l'époque le groupe qui s'appelle BUT Infocom sur LinkedIn. Vous avez pas mal d'anciens et d'anciennes diplômés que vous pouvez déjà retrouver. Il y a plus de 300 diplômés. Alors, qui c'est qui a son micro? Pas grave. Et puis que pour le CELSA, qui est cette grande école publique par laquelle est passé Clément, vous avez, Marc Jaja vous en reparlera pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, mais vous avez depuis quelques années un concours réservé qui est mis en place pour que des étudiants précisément de BUT puissent intégrer le CELSA. Je ne sais pas si ça existait déjà, Clément,
à votre époque, je crois pas. Ça a été mis en place voilà, il y a quelques années. Donc Marc Jaja vous reparlera de tout ça, parce que lui-même, il est passé par le CELSA. Et pour celles et ceux que ça peut intéresser, ben, effectivement, vous savez que vous avez entendu tout le bien qu'en a dit Clément, que je vous confirme. Et il y a cette possibilité donc pour les étudiants de BUT d'accéder, d'intégrer cette école par le biais d'un concours réservé. Voilà. Merci beaucoup Clément pour ce témoignage précieux. Je vous en prie. Vous Merci à vous. vous pouvez bien sûr rester avec nous. Tu peux bien sûr rester avec nous, mais j'imagine que tu as aussi des impératifs ou des contraintes. Mais merci en tout cas pour ton témoignage, Clément. Je vous en prie. Bon Merci. courage à tous et à bientôt sur les routes des entreprises. Au Ciao. revoir. Bonne soirée. Alors, Juliette, après, qui est-ce qui est... Et Antoine Judy, donc journaliste sportif. Alors, Antoine, je ne sais pas s'il est arrivé. Je vois qu'il y a Laura qui est là, la troisième intervenante. Bonjour Me Laura. voilà, je viens de mettre ma caméra, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait. Est-ce qu'on vous entend bien? Très bien. Ah Juliette, bah c'est parfait. Bonjour Antoine, du coup, je vais animer un peu cette soirée aussi et vous poser quelques questions. Donc, vous êtes journaliste sportif depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Parce que j'ai vu que vous avez fait plusieurs stages au niveau de la radio. Il me semble que c'est un projet que vous avez depuis assez longtemps d'être journaliste. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer votre parcours un petit peu, s'il vous plaît? Oui, alors ça c'est sûr, j'ai toujours voulu travailler dans le journalisme, ça c'est certain, et moi très particulièrement dans le sport, qui est un domaine que j'apprécie. Bon, d'abord juste pour professionnellement, je vais commencer. J'ai commencé donc sur des radios locales. Étant originaire de Vendée, j'ai commencé notamment sur Dig Radio, qui est une radio digitale basée à Montaigu, que j'ai découverte un peu grâce au DUT, où j'avais un camarade de classe à l'époque qui travaillait, qui faisait la communication de cette radio, et qui était une radio qui permettait un petit peu de créer en fait des émissions de A à Z, étant donné que c'est une radio associative, sur un peu la même base que Graffiti à La Roche-sur-Yon, hein. Et moi, du coup, j'ai pu animer les premières émissions dessus en tant que bénévole. Ensuite, j'ai eu d'autres opportunités du côté des Deux-Sèvres, à Niort, où j'ai pu commencer à commenter des matchs de foot en Ligue 2 pour une radio donc, qui s'appelle Colline en Deux-Sèvres. Donc ça, c'était mes premières opportunités, on va dire, de commentaires que j'apprécie également énormément. Et ensuite, à travers les stages que j'ai pu faire, que ce soit à Alouette, en Vendée aussi, et donc pour être dans... Ça, c'est de la radio, pardon. Et ensuite, j'ai fait une école de journalisme sur Paris. Et donc là, j'ai pu faire d'autres stages dans le milieu du journalisme et m'orienter, alors, après, vers le monde du sport, découvrir aussi les médias plus web, comme 11 Mondial notamment. Et voilà, alors c'est un peu résumé de manière succincte, mais arrivé aujourd'hui à Canal, ce qu'il faut savoir, on va dire, c'est que j'ai fait par rapport à mes études, je trouve que c'est important de le rappeler. Donc j'ai fait le DUT à l'époque sur 2 ans, enfin, comme tout le monde. Et ensuite, du coup, j'ai fait en troisième année pour rejoindre en fait l'école de journalisme que j'ai rejoint, une année passerelle qui regroupait en fait plein d'étudiants de divers horizons. C'est une école qui s'appelle l'Institut européen du journalisme à Paris, qui a le principal avantage pour ceux qui veulent devenir journaliste, je ne sais pas s'il y en a ici, mais qui a le principal avantage de pouvoir offrir des opportunités à des personnes de tout horizon, sans forcément avoir une grande expérience. Et si on est motivé, d'ensuite de vouloir y rester. Et donc après, j'ai fait une année donc générale et une année plutôt spécialisée dans le journalisme de sport, avant donc de faire plusieurs stages. Un stage à la Ligue de foot professionnelle, qui était plutôt là, vraiment orienté dans la communication. Communication corporate et RSE. Et ensuite, donc, je suis rentré chez Canal+ en stage. Voilà pour un résumé assez rapide. J'espère avoir été clair. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à aller à Canal+ et vos missions un peu que vous avez à Canal+? Alors, en partie grâce à l'école, donc je rappelle, qui est l'IEJ à Paris, qui est une école privée par contre, mais qui a un réseau quand même de contacts important. Et en fait, tout simplement, on avait l'adresse de la personne, enfin le mail tout simplement de la personne qui s'occupe des stages à Canal. Et en la contactant, il s'avère qu'après j'ai eu un entretien et ensuite j'ai été pris. Ce qu'il faut savoir à Canal, c'est qu'au niveau des rédactions sport, il y a des stagiaires qui sont pris en permanence. Il y a au moins
6 stagiaires qui sont pris pour des cycles de 6 mois, donc au moins une dizaine par an. Donc c'est quand même conséquent. Et ensuite, donc j'ai fini mon stage. Donc j'ai fini mon stage. Moi, je suis en 2022, en décembre 2022. J'étais en stage de août à décembre 2022. Et ensuite, donc ça fait 1 an en fait où j'ai commencé à la pige à Canal, c'est-à-dire avec un statut en fait freelance, intermittent, enfin vous appelez ça un peu comme vous voulez, pigiste tout simplement, dans le milieu du journalisme. Et donc ensuite, donc je suis pigiste régulier à Canal+, on va dire, c'est-à-dire que j'y vais à peu près une dizaine de jours par mois. Et après, j'ai aussi d'autres activités, notamment à France Bleu, où j'ai pu commenter des matchs de rugby du côté de La Rochelle. Je garde aussi mon activité du côté de Colline-Niort. Et voilà, c'est la vie un petit peu là de journaliste, journaliste pigiste, où en fait il faut trouver un petit peu des médias, trouver ses piges justement pour vivre correctement de son travail. Ok, ça marche. Et est-ce que vous avez, enfin, vous vous déplacez du coup partout en France et peut-être à l'étranger du coup pour commenter? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors moi, oui, par rapport à ce que je fais à Canal, pardon, c'est vrai que j'ai pas expliqué. Alors non, je ne commande pas encore à l'étranger pour Canal+, je suis pas encore à ce stade-là. En fait, au début, quand je rentre en stage là-bas, la mission, c'est de préparer tout ce qui va être diffusé à l'antenne. Préparer les images, être en relation avec les journalistes pour en fait les accompagner, préparer des palettes, enfin préparer voilà, tout ce qui va être diffusé à l'antenne. Et donc ça, c'est comme ça ensuite que je suis rentré à la pige à Canal pour tout ce qui est en fait, on se rend pas compte sur une émission quand on regarde à la télévision, mais il y a beaucoup de monde derrière justement pour préparer tout ça. Et depuis septembre, donc septembre dernier, j'ai eu, on va dire, une autre activité à Canal qui s'appelle le Late Radio. Donc on revient à la radio où en fait, là pour le coup, j'interviens à l'antenne, donc on m'entend à l'antenne, et j'interviens dans une émission tout simplement. Au rythme d'une fois par semaine. Donc je me balade pas encore en France avec Canal. Pour l'instant, tout se passe à Paris, dans les studios. Ici, les Moulineaux, précisément. Et en revanche, par contre, je suis assez mobile. Alors, entre donc, la région parisienne et la Vendée, où en fait, je rentre assez régulièrement, puisque je partage un petit peu mon activité là, entre La Rochelle, Niort, La Roche un peu. Enfin voilà, c'est un équilibre, on va dire, à trouver. Ok, ça marche. Et est-ce que du coup vous avez, enfin, votre principale activité dans Canal, enfin à Canal+, du coup c'est de quoi? C'est donc le Let Radio ou plutôt les... Alors là, c'est en train de devenir de plus en plus le hit radio, c'est-à-dire faire de l'antenne. Mais après, c'est que ça se développe. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence dans le milieu du journalisme, vous allez, typiquement dans le monde de la télé, généralement, quand vous êtes jeune, vous arrivez, vous allez. En fait, il y a du travail, mais c'est pas forcément ce que vous imaginez, puisque c'est des professions dont on ne soupçonne pas forcément l'existence et du fait que ça recrute, en fait. Donc, il y a du travail. Et après, ce qui est compliqué à gérer, c'est aussi le statut justement de pigiste où d'un côté, vous êtes obligé de trouver cet équilibre justement qui est important parce que vous n'êtes pas forcément sous contrat CDD ou CDI rapidement dans des médias comme Canal. Vous pouvez passer 3-4 ans de pige avant d'avoir un contrat, un CDD. Donc c'est pour ça que on va dire, il faut faire preuve de résilience là-dessus. Et après, tout dépend où est-ce que vous voulez aller. C'est vrai que les médias, en fait, et typiquement, si vous avez envie de devenir commentateur, ce que j'ai toujours voulu faire, des médias spécialisés dans le sport, il y en a relativement peu malgré tout, et vous êtes obligé d'aller rejoindre. Alors, pas forcément obligé d'aller sur Paris, ça c'est pas une obligation, mais ça implique un peu de sacrifice et voilà. Ok, très bien. Du coup, on avait une autre question, c'était donc quelles sont les principales compétences que vous avez acquises au fur et à mesure de vos années qui sont très utiles dans le monde du sport, enfin, du journalisme. Oui, parce que oui, moi journaliste, parce que vous savez qu'on est aussi, on est avant tout journaliste et après, voilà, on développe, on va dire, ses spécialités. Mais déjà, premièrement, peut-être gérer la rigueur, ce qui est important dans le milieu, puisque une erreur je veux pas dire qu'elle sera pas pardonnée, mais une erreur, ça fait tout de suite tâche quand vous êtes journaliste. Vous incarnez un petit peu, vous êtes une sorte de référence en fait finalement. Donc ce droit à l'erreur, vous l'avez assez peu. C'est pour ça que ça implique d'avoir beaucoup de rigueur, d'être très sérieux dans ce qu'on fait. Et je pense qu'une des principales
qualité d'un journaliste, c'est sa curiosité, son ouverture d'esprit. S'intéresser à tout, c'est un peu une formule facile, mais s'intéresser aux autres, écouter les autres, voilà, c'est être à l'écoute, c'est très important quand on est dans le milieu du journalisme. Comprendre les autres. C'est bon, je crois. Et voilà, être à l'écoute. Après, chacun aura ses capacités, j'ai envie de dire, personnelles, et certains vont être plus dans la comment dire. Enfin, chacun a son registre. Moi, personnellement, après, j'aime bien tout ce qui est la transmission d'émotions, donc ça rejoint un petit peu ce que je veux le faire dans le commentaire, etc. Raconter des histoires, c'est important. Et mais voilà, déjà, si vous avez ça, la rigueur, la curiosité, l'ouverture d'esprit, je dirais que c'est un peu le b.a.-ba quand on veut devenir journaliste, mais c'est dans le sens, vous êtes passionné de ce que vous faites, que vous soyez passionné de mode, que vous soyez passionné de faits divers, en fait, et instinctivement, bah, ça va être entre guillemets facile. Vous avez l'impression que ça va être facile de raconter ça aux autres, c'est votre passion. Donc, Et pourquoi vous avez du coup choisi d'exercer ce métier de journaliste sportif? Alors bon, c'est vrai que pour revenir au sport, pour le coup, ça peut faire rêver pas mal de personnes qui adorent ça. C'est quand vous aimez le sport, un très bon moyen de vivre de sa passion. Après, pour revenir un petit peu aux capacités d'un journaliste, c'est essayer de raconter des histoires, transmettre des émotions aux gens et être un espèce de lien en fait entre les acteurs du terrain, que ce soit moi en l'occurrence les sportifs ou les politiques ou quoi que ce soit, enfin voilà, tout l'écosystème. Et les personnes qui reçoivent vos messages en fait. Voilà, journaliste, c'est communiquer aussi, c'est très important. Mais c'est l'émotion, je pense que c'est moi ce qui me retient, ce que je retiens le plus dans mon milieu. Ok. Et est-ce que vous êtes spécialisé dans un sport en particulier ou vous commentez de tout et faites un peu de la radio sur tout? Alors, instinctivement, en fait, en France, les sports principaux, qui sont le foot, le rugby, moi, en l'occurrence, je suis spécialiste foot, rugby notamment. Le foot, c'est un peu aussi parce que c'est là où il y a le plus de travail dans le milieu du sport, donc forcément, automatiquement. Mais ce qui est très important, je dirais, c'est surtout d'être curieux. Justement, on en revient à la curiosité, mais de ne pas se focaliser sur ça. Et là, on parle de manière générale d'être journaliste de sport, mais il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit. Qu'un bon journaliste, il ne doit pas avoir que sa case et il doit pouvoir être capable d'aller traiter d'autres sujets. Là, actuellement, je travaille beaucoup pour Canal+. J'ai fait un stage chez Alouette quand j'étais en école de journalisme. Mais par exemple, là, demain, si je veux chercher de nouvelles piges, et notamment sur des médias plus généralistes, ce sera aussi être capable de traiter des sujets politiques, des sujets économiques, environnementaux, etc. Donc, ce qui est important, on va dire, c'est de ne surtout pas s'enfermer dans une spécialité, parce que plus vous aurez de cordes à votre arc et plus vous serez intéressant pour votre employeur. Ok, je vous remercie. Et est-ce que du coup, vous interviewez aussi certaines personnes, certains sportifs? Ça fait partie du métier, que ce soit après les matchs ou que ce soit par téléphone. Enfin, oui, je vous confirme. C'est même, le cœur du métier de ne pas avoir justement peur d'aller voir les gens, voir que ce soit les inconnus ou que ce soit des célébrités. Enfin, célébrités. Oui, des personnes reconnues, on va dire. Mais ça fait partie du jeu et c'est aussi un petit peu avoir une certaine forme de courage finalement, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément de légitimité, qu'on n'a pas forcément le micro de TF1 dans la main, ou voilà, où il faut bien se rendre légitime auprès des personnes qui posent des questions. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur finalement quand on commence. Ok, et est-ce que vous préparez comment en fait les émissions que vous pouvez animer ou les interviews que vous pouvez avoir? Eh bien, il faut travailler ces sujets, c'est important. En fait, certaines fois, surtout dans le milieu du sport, il y a un peu le risque de tomber dans la facilité puisque vous êtes
vous regardez souvent des matchs, vous êtes un suiveur attentif. Mais au final, moi, quand j'étais à Niort, pour vous raconter mon expérience de Niort, on est en Ligue 2. C'est, pour ceux qui connaissent le foot, c'est pas un championnat que vous regardez tout le temps et les joueurs, vous les connaissez assez peu. Donc vous travaillez, vous allez sur les sites, vous vous renseignez. C'est un ordre d'idée, mais moi, par exemple, avant de commenter un match à Niort, c'est quasiment en fait une journée de travail qu'il faut pour préparer un match et le commenter. Parce que quand vous parlez quasiment non-stop pendant 90 minutes, commenter un match de foot en l'occurrence, il faut être capable justement d'occuper l'antenne et de ne pas dire que des choses banales, on va dire. Donc c'est pour ça, ça passe par le travail. Donc oui, après se renseigner sur les sites, on a la chance en 2024 d'avoir plein de moyens, d'outils, de stats pour travailler ces matchs et les préparer correctement. Donc voilà, ça passe beaucoup par le travail. Et est-ce que vous travaillez beaucoup en équipe dans ce monde-là où c'est plutôt bah, assez Euh, et bien par exemple, les bons exemples du coup pour mes missions actuelles à Canal sur sur l'émission on va dire où laquelle je travaille, j'ai évidemment un travail en équipe qui est important puisqu'on travaille ensemble. Et en l'occurrence sur l'émission que je fais, donc il y a une émission d'1 heure, un peu multisport. Donc il y a 5 personnes qui sont sur le plateau et en régie au niveau de la préparation de l'émission il y a aussi 5 personnes. Il y a moi qui suis dans ma cabine pour faire la radio. Donc on va dire une dizaine à préparer une émission. Et donc c'est un ensemble et surtout plus votre média est important, en l'occurrence Canal qui est un média national, plus vous allez devoir absolument avoir une logique de préparation de l'émission. Moi, il y a des sujets, par exemple, que j'aimerais bien traiter, mais qu'on ne pourra pas traiter parce qu'on a 1 heure d'émission et que ce que je vais dire va pas forcément intéresser la personne qui habite à Nice ou à Strasbourg. Et voilà, c'est aussi ça qui est important à prendre en compte. Puis, encore plus dans le monde de la télévision où il y a des droits, c'est-à-dire qu'on paye des droits pour diffuser des compétitions notamment. Et vous pouvez pas, vous êtes dépendant de ça aussi. Vous êtes dépendant pour parler du monde de la télévision, de l'argent qui est investi aussi par votre chaîne de télévision. Mais voilà, il y a du travail en équipe, oui. Et vous êtes très rarement seul, à part le journaliste presse écrite qui va sur le terrain et qui est un peu freelance et qui fait ses trucs tout seul. Mais dans le milieu du journalisme, vous êtes jamais seul en fait. Vous travaillez toujours en équipe. Il y aura toujours quelqu'un pour. Vous n'êtes pas tout seul. Votre média, en l'occurrence, quand vous allez publier des choses, faut que ça parle à des gens, il faut qu'il y ait des gens qui cliquent et qui s'intéressent à vos articles. Donc voilà. Et du coup, juste une dernière question. Quand vous avez évoqué le fait que vous travaillez aussi avec France Bleu, du coup, c'est pour France Bleu ou c'est pour Canal+ que vous travaillez à ce moment-là quand vous travaillez? Alors en fait, du coup, on rentre vraiment dans le côté statut de pigiste. En fait, moi, je signe des contrats à la journée. C'est-à-dire que, alors à Canal, en gros, j'ai à peu près 100 jours de travail en 2023 à Canal. Donc j'ai signé 100 contrats. Et France Bleu, même chose. En fait, je signe des contrats pour une journée. Ce qui fait que je suis jamais, on va dire, salarié d'une entreprise. Et c'est là aussi l'enjeu, on va dire, d'avoir suffisamment de trouver un équilibre, on va dire, entre ces médias pour vivre de son métier. Je vous remercie. C'est d'ailleurs, faut pas que ça fasse peur à ceux qui veulent se lancer, mais ça peut arriver quand vous commencez dans le milieu. Certains d'ailleurs, le statut de pigiste, il est totalement assumé parce que ça leur plaît, parce ils ont une spécificité, etc. Mais voilà, au début, c'est aussi du sacrifice, c'est beaucoup de travail les week-ends. Voilà, c'est un métier qui fait rêver, mais qui est assez contraint aussi. Très bien. Je vous remercie pour votre intervention et d'avoir accepté notre invitation. Si certains ont des questions au niveau des étudiants, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Sinon, on transmettra du coup votre mail par la suite. Merci beaucoup, Antoine. Le projet pour vous, c'est quoi? Si c'est possible, de vous installer dans une rédaction ou dans un groupe ou pour l'instant, de continuer à vous nourrir à travers des piges dans différents médias? Dans un monde idéal, je dirais à terme d'avoir un contrat à Canal parce que c'est vraiment là où je veux être, sur ce que je veux faire. Maintenant, je sais que généralement, on passe par 3, 4 ans de pige avant d'avoir un contrat. Donc, pour l'instant, je me satisfais, on va dire, de ça. Et oui, à terme, Canal, c'est sûr que moi, ça me plairait bien. Ok, peut-être on vous verra à l'antenne encore plus dans les prochaines années sur Canal. C'est ce que je me souhaite. Ok, merci beaucoup, Antoine, pour ce témoignage.
Avec plaisir. Donc, même chose, hein, vous pouvez bien sûr rester avec nous si vous le voulez, puis si vous en avez le temps et la possibilité. Et puis, Juliette, je vous rends la main pour Oui, accueillir notre dernière intervenante, Laura. oui. Merci beaucoup, Antoine. Donc, il y a Laura Pourri qui va nous rejoindre, donc, qui est chargée de communication aux Nations Unies. Et donc, on va attendre qu'elle se connecte. Je suis là. Est-ce Bonjour, que vous Laura. me voyez? Non, non. Enfin, moi, en tout cas, je ne vous vois pas. Si. Alors, Juliette, on voit Laura qui s'appelle Ok, Laura PO. Vous Oui, l'avez? Voilà. c'est ok, ça. ça marche. Je suis là, Laura, PO. Je suis désolée, je me suis connectée apparemment avec mon compte du travail, je ne savais pas. pas Il y a de pas de souci. On vous voit, on vous entend. Bonjour, Laura. Super. Bonjour, monsieur Hatchet. Bonjour, Juliette. Bonjour. Donc, Laura, donc, vous êtes actuellement chargée de communication aux Nations Unies et donc vous êtes passée par un parcours assez atypique en étant consultante en freelance. Vous êtes maintenant à Copenhague. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc votre parcours, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Peut-être que je peux commencer par dérouler un peu le fil de mon parcours en commençant par le DUT. Et aujourd'hui, le fait que effectivement, je suis à Copenhague. Donc, bonjour de Copenhague, où ici il fait froid, il pleut, il neige. J'espère que vous avez un meilleur temps à La Roche-sur-Yon. Alors effectivement, déjà pour commencer, moi j'ai fait mon DUT en fait en 2013-2015, donc ça date. Je sais qu'aujourd'hui c'est un BUT, donc nous c'était en 2 ans. Et c'est vrai que j'aurais adoré pouvoir avoir une troisième année. En fait, juste après mon DUT, j'ai décidé de partir pendant un an en Espagne. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire du bénévolat dans ce qu'on appelle le service volontaire européen. Et ensuite, j'ai fait une licence à Paris 8 en communication et industrie culturelle. Et j'ai fait après un master en communication stratégique à Lyon. Voilà. Et en fait, pour revenir au DUT, à la fin des 2 ans, on devait faire un stage de fin d'études. Et en fait, j'ai eu la chance d'être prise au Canada pour un stage. Mais en fait, il s'avère que j'ai pas eu mon visa, donc je suis jamais partie. Et en fait, j'ai terminé, j'ai eu la chance en fait d'être prise au Concorde à La Roche-sur-Yon à la dernière minute. Et en fait, dans la malchance, j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, le stage au Concorde était absolument passionnant parce que j'ai eu l'occasion de travailler à la fois sur la stratégie de communication, sur aussi des plans de communication, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le stage au Canada, c'était un stage on va dire, café base de données, parce que mon amie, elle avait l'occasion de partir, elle était partie, et en fait, elle m'a dit, mais en fait, ce stage-là, elle s'est ennuyée, etc., alors que moi, en parallèle, j'avais des super missions au Concorde. Donc voilà, j'ai commencé mon expérience, une de mes premières expériences professionnelles à La Roche-sur-Yon, c'était génial. Et après, à la fin de mon master, j'ai aussi eu l'occasion de faire un stage. Et étant donné que j'étais passionnée par le secteur de l'économie sociale et solidaire, j'ai fait mon stage dans un incubateur d'entrepreneurs sociaux. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une organisation, ou plutôt une association, on va l'appeler comme ça, une association qui aide les entrepreneurs sociaux à développer leur association. Donc ça veut dire que des entrepreneurs viennent avec une idée très précise pour faire en sorte que euh, de répondre à un besoin très précis par rapport à un bénéficiaire. Ça peut être par exemple, je constate qu'il y a énormément de personnes sans abri aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais leur proposer? Et donc, du coup, ces entrepreneurs arrivent avec des idées très concrètes et l'incubateur se charge de les aider à développer leur projet. Et du coup, moi, j'étais chargée de communication dans cet incubateur. Donc, j'ai commencé en stage pendant 6 mois. Et après, je suis restée pendant 1 an et demi en plus. Donc, je suis restée là-bas à peu près 2 ans. Et après ça, je suis partie donc à Copenhague, donc j'ai déménagé. Et là, effectivement, j'étais, on va dire, consultante. Alors, j'aime pas trop utiliser consultante parce que ça veut un peu de tout et rien dire, surtout en communication, mais j'étais surtout, bon, on peut appeler ça aussi freelance, pour les entrepreneurs sociaux avec lesquels j'avais eu l'occasion de travailler dans mon ancienne association avec laquelle je travaillais. Et en fait, j'ai fait plein de petites missions avec eux. Et je me suis dit, bon, c'est super, j'ai un peu de travail avec eux,
Mais étant donné que je commençais, me sous-évaluais énormément. Donc la plupart du temps, je travaillais gratuitement, ce qui est, ce qui est, ce qui est gentil, mais qui, sur le long terme, quand même, n'est pas très... voilà, bon, vous allez le voir, je pense que quand vous allez commencer, c'est bien de travailler et d'aider gratuitement des entreprises, mais qu'il y a quand même certaines limites à mettre aussi également. Donc à un moment, je me suis dit, OK, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné de mon temps libre, ce qui est super, mais il est peut-être temps aussi à un moment donné de pouvoir déjà, avoir une expérience en anglais et travailler réellement en anglais, et deux, avoir peut-être un contrat un peu plus stable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout l'inverse. J'ai fait un stage où j'étais à peine payée et où c'était pas stable du tout. Mais en fait, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer donc, le Bureau des Nations Unies, effectivement. Et en fait, là, je tiens à préciser, c'est que je ne travaille pas réellement en fait, au sein des Nations Unies. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Nations Unies, c'est un système qui est très complexe. Et au sein du système des Nations Unies, en fait, il y a des différentes agences qui se chargent en fait d'opérer les différents projets pour les Nations Unies. Et donc, du coup, en fait, travailler aux Nations Unies, c'est quand même... bon, je travaille quand même dans le système des Nations Unies, mais en fait, je travaille au sein d'une agence spécialisée. Et je pense que vous connaissez tous peut-être l'UNICEF ou encore l'agence pour aider les réfugiés à s'intégrer, ou alors également l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et ben, mon agence, en fait, elle s'appelle l'UNOPS et elle fait partie donc de toutes ces agences spécialisées. Très bien, mais merci beaucoup. Est-ce que donc pourquoi vous avez du coup choisi d'aller à l'étranger parce que enfin, vous avez sûrement eu une opportunité, mais après, vous êtes resté par la suite. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Mhm. Alors effectivement, après donc mon DUT, ce qu'ils appellent aujourd'hui BUT, le fait déjà que j'avais cet échec avec le Canada, je me suis dit, bon, allez, j'ai envie de partir. Et, euh, et en fait, très sincèrement, je me suis dit, bon, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. C'est-à-dire que, par exemple, je peux aller faire une école privée à l'étranger qui coûte en général très, 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 très cher. Et j'avais absolument pas les moyens de pouvoir faire ça. Deuxième option, c'était une troisième année, ce qu'on appelait un DU, je sais plus, enfin une année en fait, une troisième année à l'étranger. Mais en fait, étant donné que mon niveau de langue n'était pas suffisant pour pouvoir postuler, ben c'était un peu difficile. Et la dernière option, qui était en fait géniale, c'est de faire du bénévolat. Et en fait, en faisant du bénévolat, et ben ça, j'encourage tout le monde à pouvoir faire ça parce que c'est ouvert enfin c'est ouvert à tous. Et en fait, on va là-bas, sur place, on a le logement et on a aussi un peu d'argent de poche. Et on peut faire des expériences entre 2, 6, 9 ou 12 mois. Et ça nous permet en fait de pouvoir aller à l'étranger. Et effectivement, après mes 9 mois en Espagne, j'avais une petite voix dans ma tête je me suis dit, bon, je vais finir mes études quand même, mais je sais qu'un jour, je vais repartir à l'étranger. Et en fait, par des rencontres, par des amis, par ma vie personnelle, je me suis retrouvée en fait quelques années après à Copenhague et sortir aussi de sa zone de confort, déjà au niveau du travail et aussi au niveau personnel, c'est quelque chose qui m'enrichit tous les jours. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis encore ici à Copenhague. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos missions aussi que du coup vous faites à l'UNOPS, s'il vous plaît? Mhm. Bien sûr. Alors en fait, aujourd'hui, mon intitulé de poste, c'est chargé de communication interne dans le groupe de la conduite du changement. Alors, ça va un peu... Bon, chargé de communication, je pense que tout le monde va comprendre. Conduite du changement, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, l'idée, c'est que au sein de l'organisation, on a une unité, je ne sais pas comment on pourrait... Il y a un groupe qui s'occupe de faire en sorte que tous les changements organisationnels ou tous les changements dans l'organisation se passent de la manière la plus fluide possible. Donc, un exemple très concret, en fait, à l'UNOPS, il y a à peu près 8000 personnes qui travaillent. Donc, par exemple, si on a un outil qui change, par exemple, si demain, on décide de changer l'outil pour la gestion des congés, par exemple, et ben, du coup, ça veut dire qu'il y a 8000 personnes qui vont être impactées par ce changement. Et en fait, ça veut dire que du coup, il faut en amont bien communiquer par rapport à ça, mais aussi tout au long du process et à la fin.
Et en fait, c'est pas forcément seulement dire à tous les employés, ah super, vous avez un nouvel outil de congé, mais c'est surtout faire en sorte que les personnes qui sont en charge de cet outil-là soient au courant et et réadaptent aussi leur manière de travailler. Et en fait, donc ça veut dire que c'est toutes les personnes dans les ressources humaines, c'est les personnes aussi qui travaillent dans le secteur de la finance, qui travaillent aussi dans le secteur de l'administration, etc. Et en fait, du coup, moi, mon rôle, c'est sur chaque projet de changement, de faire en sorte qu'on puisse communiquer au bon moment, aux bonnes personnes. Et en fait, ça, c'est passionnant parce que du coup, on crée des stratégies de communication. Alors, stratégie, c'est un peu un grand mot, mais en gros, des plans de communication pour se dire sur un changement spécifique, qui a besoin d'être au courant, quand. Et en parallèle, on sait que quand on fait des grands changements organisationnels, par exemple, on peut se dire, bon, bah, demain, il y a peut-être un bureau qui peut être basé, par exemple, au Sénégal, parce on est basé dans 80 pays, va fermer. Donc, ça veut dire qu'il y aura un impact à la fois pour ceux qui vont travailler là-bas, parce qu'ils vont pouvoir potentiellement se retrouver sans emploi demain, ou ils vont pouvoir transférer dans d'autres bureaux. Mais comment est-ce qu'on communique, en fait, à notre personnel aussi sur place? Donc, ça veut dire faire en sorte que les personnes qui sont, par exemple, responsables des équipes soient au courant et sachent aussi, de manière assez concrète, parler à leurs équipes également. Donc, en fait, on forme aussi les personnes à pouvoir savoir aussi communiquer avec leurs équipes, etc. Très bien. J'ai cru comprendre que vous aviez un projet en Afrique en ce moment. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce projet-là ou pas, s'il vous plaît? Mhm. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce projet, c'était en décembre l'année dernière. En fait, j'ai participé, et d'ailleurs, vous pouvez tous participer, ce qui est super. Donc merci d'en parler. En fait, ça s'appelle Unleash. Et Unleash, du coup, ça fait partie d'un des projets de l'ONU. Et en fait, c'est ouvert à tous les jeunes de 18 à 35 ans qui sont, on va dire un peu comme moi, passionnés par tout ce qui est on va dire les objectifs du développement durable. Alors ça, c'est très spécifique, mais en fait, à partir du moment où vous êtes passionné ou juste intéressé par tous les problèmes auxquels fait face aujourd'hui notre société, donc ça peut être par exemple les problèmes d'inégalité, les problèmes de changement climatique, enfin voilà, toutes sortes de thématiques, et ben vous pouvez postuler. Et en fait, l'idée, c'est que pendant une semaine, en fait, j'étais avec 1000 jeunes donc du monde entier. Et en fait, on a brainstormé sur des idées pour des projets concrets pour permettre de répondre à des besoins, également encore une fois très concrets, sur par exemple la pauvreté dans le monde, etc. Alors l'idée, c'est qu'on n'a pas essayé non plus de révolutionner parce que c'est pas, on peut pas demain répondre à tous ces enjeux, mais c'était en fait de prendre un problème très précis dans un pays très précis et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait juste apporter à cette communauté? Et par exemple, moi, le projet sur lequel j'ai travaillé, c'était en fait un projet sur les personnes donc, de la communauté LGBT, donc les personnes homosexuelles qui sont en Libye. Et en fait, aujourd'hui, en Libye, donc c'est un pays en Afrique où être homosexuel, c'est interdit. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles peuvent être mises en prison ou même être violentées ou, dans le pire des cas, euh, bon, voilà, disparaître. Et donc, du coup, on s'est dit, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cette communauté? Et on a proposé un projet très précis pour pouvoir aider cette communauté. Et en fait, juste avec une solution sur un problème très précis, si déjà on arrive à résoudre ça, c'est déjà un immense pas pour cette communauté en Libye. Voilà. Ok, c'est incroyable comme projet en tout cas. Est-ce que je reviens un peu en arrière au niveau de quand vous êtes parti en Espagne, Mhm. du coup c'était du bénévolat là aussi ou c'était un stage ou comment Oui. ça se passait? Oui, tout à fait. Donc, c'était du bénévolat, effectivement. Et pareil, vous pouvez donc tous le faire. Je pense que en fait, ça fait partie de Erasmus+. Au sein d'Erasmus+, en fait, il y a donc Erasmus qu'on connaît la plupart du temps tous, donc études, où là, on a la possibilité, avec des partenariats avec des universités, pardon, d'aller à l'étranger. Il y a aussi Erasmus entreprise, vous pouvez faire des stages aussi via Erasmus. Il y a peu de gens qui le savent, mais c'est possible. Et il y a une autre branche, il y en a plein d'autres, mais je ne les connais pas toutes. Il y a une branche bénévolat. Et en fait, cette branche bénévolat, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, c'est entièrement financé par l'Union européenne. Et vous pouvez partir
gratuitement. Le billet d'avion est payé, tout sur place bon, c'est pas les vacances non plus parce qu'il faut travailler, c'est du bénévolat et on a quand même entre 30 heures et 35 heures quand même à donner en retour à l'organisation dans laquelle on travaille ou l'association. Mais c'est ce que j'ai fait effectivement, oui. Très bien. Et est-ce qu'au niveau de la langue, parce que vous êtes parti du coup en Espagne, là vous parlez beaucoup anglais aussi, est-ce que Mhm. vous aviez un bon niveau auparavant enfin, pour ceux qui souhaitent aussi s'engager Mhm. pour l'étranger? Alors, est-ce que je dois fâcher Monsieur Herschel ou pas? En fait, très sincèrement, j'avais un niveau horrible. En fait, mon niveau d'espagnol était OK. Mon niveau d'anglais était vraiment catastrophique. Dans le sens où, effectivement, même si je suivais tous les cours, c'était difficile, en fait, d'avoir un niveau professionnel pour me permettre de réellement travailler en entreprise. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, la meilleure manière de toute façon, et même si vous avez déjà un bon niveau scolaire, c'est de partir et de se mettre de se mettre en fait un peu, on va dire, sortir de sa zone de confort pour pouvoir parler. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand j'étais en études, on m'a donné les bases nécessaires pour pouvoir parler, mais pas suffisantes pour pouvoir ensuite être, on va dire, assez efficace au travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, en parallèle, quand je suis allée en Espagne, j'ai déjà dû apprendre déjà en parlant parce que j'avais pas le choix. Et quand je suis arrivée à Copenhague, j'ai pris énormément de cours d'anglais et j'ai encore une fois fait du bénévolat. Et le bénévolat, c'est vraiment la clé parce que je suis allée dans un bar associatif et en fait, j'ai passé des heures là-bas et j'ai parlé anglais, parlé anglais. Je me suis rappelé de tout ce que j'avais appris pendant tous mes cours d'université. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va me servir. Et effectivement, ça m'a énormément servi parce que j'avais les bases et ça m'a permis de pouvoir me débloquer en fait et de pouvoir effectivement aujourd'hui avoir le niveau que j'ai. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas un super bon niveau aujourd'hui, ne vous stoppez surtout pas pour ça. Et le bénévolat, c'est vraiment une super manière de pouvoir arriver à un niveau en langue qui est correct. Et bien évidemment, écouter en cours aussi. Et est-ce que enfin, au cours du coup de vos années d'études et du bénévolat, vous avez acquis des compétences, pardon. Est-ce que enfin, vous avez, enfin, quelles compétences vous utilisez le plus du coup dans votre métier actuellement? Mhm. Je pense que la compétence, c'est ce que je voulais aussi dire aujourd'hui à tous les étudiants ici, peut-être un des conseils, c'est ce que j'ai appris en DUT. Et je pense que c'est ce que le DUT m'a vraiment, vraiment appris. Et c'est là aussi, vous allez faire, vous, la différence par rapport à d'autres candidats. Quand je dis des candidats, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver sur le marché du travail, qui est quand même assez compliqué, où il y a beaucoup de personnes qui sortent avec on va dire un background, mais des compétences en communication. Et de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sortent aussi d'écoles privées. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus servi, et je pense que j'ai tout appris notamment en DUT, c'est en fait mon esprit critique. Et en fait, et tout ça, c'est grâce aux cours théoriques que j'ai eus. Et en fait, effectivement, sur le coup, quand j'avais tous ces cours théoriques, je remettais pas forcément en place et je me disais toujours, mais dans quelle mesure je vais pouvoir utiliser ça dans le milieu du travail? Et j'avais pas forcément articulé à me dire, mais pourquoi est-ce que c'est super, on a des cours de sémiologie, on a des cours de sociologie, on a des cours de droit, etc. Ça me passionnait, j'aimais bien, mais je n'arrivais pas à trouver le lien entre ce qu'on apprenait en cours et ce qu'elle allait me servir plus tard dans le milieu du travail. Et en fait, aujourd'hui, je pense des années après, je me rends compte qu'en fait, c'est grâce à tous ces cours, c'est grâce au fait que j'ai réellement un esprit critique. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette capacité, grâce notamment au DUT à l'université, c'est à pouvoir poser des questions, à pouvoir remettre parfois en cause, pas forcément des décisions, pas forcément remettre en cause ce qu'on nous dit, mais de pouvoir poser des questions en permanence et dire, mais en fait, pourquoi est-ce que ce plan de communication, il est fait comme ça? Est-ce que réellement, on a bien étudié notre audience? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, d'accord, on sait que notre audience est des 15-25 ans, mais au sein des 15-25 ans, est-ce qu'il n'y a pas différents profils? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, il n'y a pas des personnes qui travaillent, il y en a qui étudient, il y en a qui font les deux en même temps? Et en fait, c'est cette capacité réellement à avoir cet esprit-là de vraiment critique. Et je pense que j'ai vu la différence avec des profils comme universitaires,
où au début, par exemple, les entreprises vont dire un peu, bon, ils sont peut-être un petit peu moins opérationnels, par exemple, et même si, alors que c'est faux, parce que notamment BUT et DUT, on est aussi très opérationnel très vite, mais aussi cette capacité-là à pouvoir, en fait, prendre de la perspective sur les choses et aussi avoir une vision assez holistique des choses. Et j'ai vu avec d'autres profils qui sortaient notamment d'écoles privées. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil à vous donner, restez dans le secteur universitaire, c'est aussi très bien. Déjà, ça vous coûtera moins cher et en fait, vous allez arriver aux mêmes endroits que tout le monde. Et en fait, le secteur, enfin, pas les secteurs privés, mais des écoles privées, et j'ai rien contre ça, mais qui étaient eux très opérationnels, qui sortaient des super slogans, etc., ce qui est très bien, hein. Mais avec nous, nos profils, où on est un peu plus prudent sur ce qu'on va proposer, mais ça va être beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus analytique. Et je pense que ça a été une des valeurs ajoutées, en tout cas, que moi, j'ai pu apporter. Et je pense que c'est réellement grâce à mon parcours universitaire. Très bien, mais je vous remercie en tout cas pour cette belle intervention. Et voilà, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, on vous enverra l'adresse mail pour que vous puissiez la contacter si besoin. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Laura, pour ce témoignage et ce retour. Et puis, il n'est pas impossible que tu aies peut-être quelques CV ou quelques demandes de stage aux Nations Unies, là où tu es. Bien sûr, bien sûr. Merci Juliette pour l'animation. Merci au groupe pour l'organisation de ce temps d'échange. Donc, tout ça est enregistré, je vais dire couper l'enregistrement. Ce sera remis à disposition. Puis merci à tous les trois alumni. Je ne sais pas si Clément sont encore là. Mais puis bravo pour vos parcours, surtout aussi, hein, parce que c'est tous les trois des parcours très différents, mais très riches à chaque fois. Où on voit, je le dis pour les étudiants qui sont là, que c'est compliqué de prédire où est-ce que vous allez arriver à la fin quand on vous voit arriver en première année, mais on voit quand même que chacun et chacune d'entre vous, finalement, ce qui est aussi une chouette, ce qui est aussi, comment dire, une forme de récompense. Finalement, vous allez dans ce qui vous motivait au départ, que ce soit le journalisme, que ce soit l'étranger, que ce soit l'économie sociale et solidaire, que ce soit le marketing. Donc voilà, gardez intactes les passions et les motivations qui sont les vôtres quand vous arrivez dans le DUT. Faites-vous confiance, comme vous l'avez tous les trois rappelé, saisissez les opportunités qu'on vous tend. Et la preuve en est qu'à la fin, ça se passe plutôt très bien. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Je coupe l'enregistrement.